gouverné par une corporation? Le monde est gouverné par les lois objectives du développement économique. Bien sûr que les sociétés internationales multi-activités doivent fonctionner sans frontières. Ceci pour accroître la quantité et la qualité produite, la productivité, obtenir de meilleurs résultats et faire plus de profit. C'est exactement pour cela qu'a été créé le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, puis l'Organisation mondiale du commerce, qui par nature estompait les frontières. Aujourd'hui, de nouvelles réalités et de nouveaux joueurs sont apparus. Ils ont arrêté d'avoir peur et établissent fermement la nécessité de respecter leurs droits. Des droits qui plus est légitimes dans le cadre de cette OMC dans laquelle ils ont tous été admis. Une nouvelle série de négociations s'est retrouvée dans l'impasse et y est demeurée des années, juste parce que les pays en développement demandaient leur place au soleil, ce qu'ils considèrent légitime dans le cadre des règles et procédures de l'OMC. Alors il semble qu'une idée a surgi. Pourquoi jouer des coudes? Mettons-nous d'accord sur de nouvelles règles qui ne concerneraient que nous, puisque nos économies sont les plus fortes du monde. Tôt ou tard, ils seront contraints de travailler avec les règles que nous prescrirons, mais individuellement, dans le cadre d'autres organisations. Le monde avance. Regardez, 50 ou 70 ans en arrière. Prenez la Chine. C'était un pays pauvre et divisé. Mon Dieu, plus d'1 milliard de personnes. Ce ne sont pas les roubles russes ni les dollars américains qui l'ont sauvé. Ce sont les deux révolutions. La première a été celle de Mao Tse-tung, qui a forcé les gens à travailler et les a unis. La deuxième a été celle de Deng Xiaoping. Il a dit « D'accord, nous avons accompli cela. À présent, ouvrons-nous au monde et regardons ce qui va se produire. » La même chose a eu lieu avec l'Inde. 1,5 milliard de personnes, une autre révolution. Gandhi disait « Je ne peux pas vous débarrasser de la pauvreté, mais je peux vous débarrasser de la pauvreté spirituelle. Je ne peux que vous aider spirituellement. » La deuxième révolution a été le fait de Nehru. Il disait « Vous vous souciez de votre esprit. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger le petit déjeuner. » Comparez leur situation avec celle d'il y a 40-50 ans. Les changements sont importants. Nous devons admettre que la division stratégique du monde, le point central de la géostratégie, qui avait toujours été eurocentré, avec l'OTAN entre autres, se trouve maintenant ici, en Asie centrale, dans le Golfe et en Iran. Cette région forme le centre géostratégique. Aucun système, aucun ordre mondial n'a triomphé. L'unité est dans la diversité. Ceci garantit la continuité du développement du monde. Toute tentative de placer le monde entier sur un seul pilier n'a jamais rien amené de bon. Étaient assis sur les terrasses des cafés le soir, comme toujours, en train de boire, des garçons en train de faire la cour à des jeunes filles, etc. Doudou, ils étaient morts. Chaque Français
avait l'impression qu'il aurait pu être à la place des morts. Chaque Français pouvait être mort. Parce qu'il ne fallait pas faire quelque chose de particulier. C'est pour ça que le choc était grand. Donc la solidarité était forte. Donc la solidarité et la peur. Comme quoi aujourd'hui, 8 terroristes peuvent faire peur à 67 millions d'individus. Je voudrais formuler un point. Il y a déjà plus de 50 ans, les rues de Leningrad m'ont appris une règle. Si le combat est inévitable, il faut frapper le premier. Monsieur le Président, nous vivons des moments cruciaux. De fait, les hordes sont à nos frontières. L'État islamique a maintenant recruté une partie des talibans. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, mais la Russie s'est toujours sortie des tournants de l'histoire en s'appuyant sur l'État avec une mentalité forte. Nous avions la certitude que notre cause était juste. À quel point ce critère de justice existe-t-il encore dans le monde? À quel point est-il important? Quelle est l'importance de la morale? La dernière fois, c'est Alexandre Ier qui a essayé d'unifier l'Europe sur la base des valeurs chrétiennes. Malheureusement, il a échoué. Vous savez, je pense que personne, jamais, ne devrait imposer les valeurs qu'il considère comme vraies à quiconque. Nous avons nos propres valeurs, notre perception de la justice. Je ne vais pas les formuler ici, car c'est un travail ingrat. Et les experts trouveront toujours à y redire. Ce que je veux exprimer est clair. Cela concerne en premier lieu nos valeurs traditionnelles, notre histoire, notre culture, nos traditions et tout ce qui y est associé. Mais il n'est pas juste de les imposer à quiconque, comme l'Union soviétique le faisait, essayant d'implanter les valeurs communistes et de tenir chacun par la force. Je suis sûr que de nombreuses personnes seront d'accord avec moi. La question n'était même pas dans ces valeurs communistes elles-mêmes. Elle était dans les intérêts géopolitiques de l'Union soviétique. Au temps où la Russie s'appelait l'Union soviétique. C'était là la question, même si tout était camouflé en termes idéologiques. Au début se trouvaient tout de même des valeurs. La Russie soviétique proposait un nouvel ordre mondial qui semblait équitable. Vous avez justement parlé de Russie soviétique. Cela se passait après 1917 et après la Première Guerre mondiale. À l'époque, la Russie soviétique était très à la mode parmi l'intelligentsia démocratique, partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, partout. La Russie soviétique, ses nouvelles valeurs étaient très attrayantes. Si je repense à mes activités précédentes, je me souviens de certaines observations faites par ceux qui analysaient le renseignement soviétique. Vous voulez dire au temps de la première direction générale du KGB? Oui, à cette époque. L'un des chercheurs a mis en évidence que la pléiade d'espions soviétiques de haut rang, les fameuses 5 de Cambridge, et Zorge et quelques autres, que ces personnes servaient de manière désintéressée leur patrie idéologique. Par la suite, tout cela a commencé à se délaver, à perdre son attractivité, ses perspectives. Et maintenant, ne vous semble-t-il pas que la Russie parle de valeurs traditionnelles dans un contexte général de déclin, de crise de ces valeurs? Certes. Il est gouverné par une corporation? Le monde est gouverné par les lois objectives du développement économique.
Bien sûr que les sociétés internationales multi-activités doivent fonctionner sans frontières. Ceci pour accroître la quantité et la qualité produite, la productivité, obtenir de meilleurs résultats et faire plus de profit. C'est exactement pour cela qu'a été créé le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, puis l'Organisation mondiale du commerce, qui par nature est Gouverné par une corporation? le monde est gouverné par les lois objectives du développement économique. Bien sûr que les sociétés internationales multi-activités doivent fonctionner sans frontières. Ceci pour accroître la quantité et la qualité produite, la productivité, obtenir de meilleurs résultats et faire plus de profit. C'est exactement pour cela qu'a été créé le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, puis l'Organisation mondiale du commerce, qui par nature estompait les frontières. Aujourd'hui, de nouvelles réalités et de nouveaux joueurs sont apparus. Ils ont arrêté d'avoir peur et établissent fermement la nécessité de respecter leurs droits. Des droits qui plus est légitimes dans le cadre de cette OMC dans laquelle ils ont tous été admis. Une nouvelle série de négociations s'est retrouvée dans l'impasse et y est demeurée des années, juste parce que les pays en développement demandaient leur place au soleil, ce qu'ils considèrent légitime dans le cadre des règles et procédures de l'OMC. Alors il semble qu'une idée a surgi. Pourquoi jouer des coudes? Mettons-nous d'accord sur de nouvelles règles qui ne concerneraient que nous, puisque nos économies sont les plus fortes du monde. Tôt ou tard, ils seront contraints de travailler avec les règles que nous prescrirons, mais individuellement, dans le cadre d'autres organisations. Le monde avance. Regardez, 50 ou 70 ans en arrière. Prenez la Chine. C'était un pays pauvre et divisé. Mon Dieu, plus d'1 milliard de personnes. Ce ne sont pas les roubles russes ni les dollars américains qui l'ont sauvé. Ce sont les deux révolutions. La première a été celle de Mao Tse-tung, qui a forcé les gens à travailler et les a unis. La deuxième a été celle de Deng Xiaoping. Il a dit « D'accord, nous avons accompli cela. À présent, ouvrons-nous au monde et regardons ce qui va se produire. » La même chose a eu lieu avec l'Inde. À 1,5 milliard de personnes, une autre révolution. Gandhi disait « Je ne peux pas vous débarrasser de la pauvreté, mais je peux vous débarrasser de la pauvreté spirituelle. Je ne peux que vous aider spirituellement. » La deuxième révolution a été le fait de Nehru. Il disait « Vous vous souciez de votre esprit. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger le petit déjeuner. » Comparez leur situation avec celle d'il y a 40-50 ans. Les changements sont importants. Nous devons admettre que la division stratégique du monde, le point central de la géostratégie, qui avait toujours été eurocentré, avec l'OTAN entre autres, se trouve maintenant ici, en Asie centrale, dans le Golfe et en Iran. Cette région forme le centre géostratégique. Aucun système, aucun ordre mondial n'a triomphé. L'unité est dans la diversité. Ceci garantit la continuité du développement du monde. Toute tentative de placer le monde entier sur un seul pilier n'a jamais rien amené de bon. Les jeunes étaient
assis sur les terrasses des cafés. En deuxième lieu vient la chute des notions morales et chrétiennes. Tous les piliers sur lesquels reposait le monde moderne se sont soudainement effondrés. Sans compter que les rapports entre dirigeants se sont compliqués. Comment retrouver de la stabilité dans ce monde? Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Je veux parler aussi de nos nouveaux riches politiques. Il me semble qu'ils ont perdu le sens de la réalité. Ils ne comprennent même pas que des processus irréversibles ont commencé à l'intérieur de leur propre univers. Si aujourd'hui tout semble être au garde-à-vous, rien ne dit que cela durera éternellement. Certains pays et nations n'accepteront jamais, au fond d'eux-mêmes, d'avoir un second rôle, un rang de pays occupé, un rang de vassal. Tôt ou tard, cela changera. Assez vite, je pense. Personne ne peut humilier autrui pour prolonger aussi longtemps que possible sa domination. De nombreux éléments de politique étrangère de nos amis par-delà l'océan impliquent l'imposition par la force de leur position. Bien entendu, cela est très mauvais. D'un autre côté, je ne pense pas que nous soyons sur le chemin d'une sorte d'apocalypse. Les personnes sont intelligentes. On trouve des personnes intelligentes partout, en Europe, par-delà l'océan et en Asie. Dès qu'ils sentiront qu'il y a un problème réel, je pense qu'ils changeront de cap. Ils changent de cap et vous accusent sur le champ. Le fait que certains expriment, disons, une critique à mon égard, ne concerne pas seulement les dirigeants par-delà l'océan. La critique vient parfois des personnes les plus proches. Nous les entendons alors, du moins moi, je les entends comme des critiques injustes envers moi. Plutôt de la franche goujaterie. Venant de certains dirigeants de pays proches. Mais ce n'est que la manifestation d'une culture politique, ou de son absence. Émotionnellement, cela ne vous touche pas du tout. Cela ne me touche pas. L'école des rues de Leningrad. Vous savez, j'ai ma propre façon d'aborder les choses. Je considère que je n'ai pas le droit de céder à ces attitudes. Je dois travailler avec tous dans l'intérêt de mon pays. Nous avons besoin de travailler ensemble avec la Russie pour maintenir la paix en Europe. I think the emergency today is to work with Russia and the international community, with the regional actors. We need to work more closely together if we want to be able to solve this identity crisis, this crisis of Europe fearing what's going on in the world. Observons une minute de silence. Ce n'est pas la première fois que la Russie fait face à des crimes terroristes barbares. Le plus souvent, ils n'ont pas de raison apparente, extérieure ou intérieure. Il en a été ainsi pour l'explosion de la gare de Volgograd, fin 2013. Nous n'avons rien oublié. Ni personne. L'assassinat de nos compatriotes au Sinaï est parmi les plus sanglants en termes de nombre de victimes. Nous n'essuierons pas les larmes de notre cœur et notre âme. Elles resteront en nous pour toujours. Mais cela ne nous empêchera pas de trouver et de punir les criminels. Nous devons le faire sans délai de prescription, les identifier un par un. Nous les chercherons partout où ils se cachent.
Nous les trouverons en n'importe quel endroit du monde et nous les châtierons. Peut-être l'État islamique est-il le point de victoire absolu qui unira le monde et posera les bases, virtuellement, d'un nouveau Yalta? L'organisation terroriste appelée État islamique est certes une grande menace, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde islamique. Lorsque nous avons commencé cette conversation, vous m'avez demandé comment les différents pays se placent par rapport à l'État islamique. Je vous ai répondu que dans les pays où les citoyens professent la tendance sunnite de l'islam, même ces personnes le craignent. C'est parce que le soi-disant État islamique a fait valoir ses prétentions à la Mecque et à Médine. Ils veulent établir un califat d'une incroyable étendue. Ils représentent une menace pour de nombreuses personnes. Mais ce n'est pas toujours le point focal autour duquel tourne ou tournera ce qui est essentiel au développement du monde. L'indispensable pour ce développement est de tisser des liens dans ce qui est appelé la lutte géopolitique. La lutte est inévitable, c'est normal, mais il faut qu'elle soit menée d'après des règles civilisées. Elles doivent être, j'insiste, civilisées, claires, transparentes, uniformément comprises et contrôlées. Les vrais hommes d'État essaient encore, recherchant toujours la paix. Il ne sert à rien d'attendre. Il ne sert à rien d'être rempli de colère, de vexation, de se sentir traité cavalièrement. La cause dépasse les hommes, dépasse les pays. Ceci est absolument crucial pour la prospérité et la paix mondiale. Il y a des personnages clés, des pays clés. Ils n'ont pas besoin d'être amis, mais ils peuvent maintenir le dialogue. Peut-être que s'il n'y a guère de grands dirigeants, c'est que le monde n'en a pas besoin. Il n'y a pas de place pour les grands dirigeants, car un dirigeant en soi-même n'est pas une chose bien merveilleuse. Quand un dirigeant se lève et s'écrie « Je suis grand, je suis fort », le peuple répond « Ah oui, vraiment ? Pouvez-vous mettre fin au terrorisme? Non. Pouvez-vous réduire les inégalités sociales? Non. Alors pourquoi dites-vous que vous êtes grand? Si vous voulez être grand, ne nous gouvernez pas. Ne dictez pas des ordres. Servez-nous. Et si nous sentons que vous êtes un serviteur, non pas un dirigeant, nous vous donnerons votre chance. Mais si l'ensemble des responsables politiques se fixaient comme objectif de rendre le monde plus juste, je pense qu'on pourrait avancer. C'est ma part d'optimisme, certains diraient de naïveté. Moïse a accompli quelque chose d'unique. Il a préféré l'appel de la morale à toutes les distractions du monde. Il l'a préféré à la richesse, à la beauté, au pouvoir. Ce n'est pas simple, car la morale vous demande beaucoup. Ce n'est pas pour les demoiselles. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Tout ce que vous pouvez faire est d'essayer. Vous voilà donc avec un objectif de perfection, mais des possibilités très compliquées pour l'atteindre. Mais cela comporte aussi des avantages. Comme vous n'êtes jamais satisfait, vous essayez sans cesse d'atteindre le but. Même si vous ne l'atteignez pas, cette tentative de l'atteindre, c'est la moralité. Elle vous force à regarder le monde différemment. À la fin du travail sur le film, nous avons compris que nous devrions rencontrer à nouveau le président Poutine. Bien que seulement 2 mois se soient écoulés entre nos 2 entrevues,
nombre d'événements tragiques avaient eu lieu. Nous nous sommes entretenus à sa résidence le 17 décembre à 19 h. Monsieur le Président, dans vos discours récents, on entend des accents de déception personnelle. Vous avez toujours visé la cible avec une grande précision, mais ces derniers temps, vous appelez les choses par leur nom, et cela donne l'impression que les masques sont tombés. Est-ce que les notions d'honneur, de dignité, de respect des accords demeurent en politique? Qui sont les dirigeants mondiaux avec lesquels on peut traiter? Avec qui peut-on construire des relations à long terme? Ceux qui hier encore semblaient partager nos idées, aujourd'hui nous poignardent dans le dos. Quel est en particulier le problème avec l'Europe? Pourquoi échoue-t-elle constamment à construire sa politique dans des limites raisonnables, claires et constructives? Pour ce qui est de notions comme l'honneur, la dignité, l'amour et l'honnêteté, bien sûr, il serait bon de leur offrir une place en politique. Cependant, elles devraient plutôt, en premier lieu, être à la base des relations entre les personnes, entre garçons et filles, entre hommes et femmes, parmi les hommes et parmi les femmes. Dans les relations entre États, le premier rôle est joué par les intérêts. Et pour que les intérêts soient équilibrés, il faut quelques règles communes, uniformément comprises et appliquées de manière transparente. En ce qui concerne les personnes avec qui traiter ou non, je pense que l'on peut traiter avec tout le monde. Nous devrions traiter avec tout le monde. Que nous les aimions ou non, nous travaillerons avec tout un chacun. Vous m'avez demandé quel était le problème de l'Europe. Le problème est qu'elle ne mène pas une politique étrangère indépendante. Pas du tout. En effet, elle a abandonné une telle politique et a transféré une partie de sa souveraineté, peut-être la plus importante, vers la coalition. En général, il est naturel que les membres d'une coalition militaire et politique transfèrent une partie de leur souveraineté à des structures supranationales. Mais dans ce cas précis, le problème est qu'il ne s'agit pas seulement d'une institution supranationale. En fait, l'Europe a transféré cette partie de souveraineté, non pas à l'OTAN, mais aux dirigeants de l'OTAN, les États-Unis. Vous vous souvenez, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur ce sujet. L'Irak, le déferlement des troupes américaines, l'Allemagne, dirigée par Schröder, le chancelier de l'époque, et Chirac, le président français, s'y sont opposés. Encore une fois, je tiens à le souligner, ce n'est pas moi qui ai essayé de les convaincre. Ce sont eux qui m'ont persuadé de nous joindre à eux. Quand l'invasion a eu lieu, Saddam Hussein a été éliminé et l'Irak détruit. Rappelez-vous ce qui leur a été dit. Vous avez eu tort. Et l'on me disait, nous avons gagné et vous êtes restés sur la touche. Mais si on regarde un peu plus loin, il s'avère que ce sont eux, les pessimistes, qui ont eu raison. Chirac, un homme aux connaissances encyclopédiques, avait une relation de confiance avec la partie sunnite du Moyen-Orient. Il avait prévu ce que tout cela provoquerait. L'opération a conduit à la destruction du système politique de ces pays. Elle a conduit à l'épanouissement du terrorisme et aux frappes sur Paris. Chirac prévoyait cela à l'époque, et il avait raison. Tout comme Schröder. Il est un ami de la Russie. Cependant, Schröder n'est pas un homme politique pro-russe. Il est pro-allemand. En fait, il est atlantiste. Même dans nos conversations privées, il insistait franchement sur l'importance de l'OTAN dans les relations internationales contemporaines. Je suis loin d'être d'accord avec lui en tout,
mais telle est sa vision. Il n'a rien fait qui aurait porté préjudice aux intérêts de son pays. Au contraire, il s'est toujours battu pour ses intérêts. Je prends l'exemple de Nord Stream 1. Je regardais bouche bée combien il était attaqué lorsqu'il l'a initié. Le camp allemand l'a initié en pratique, et nous l'avons activement soutenu. Puis il s'est battu pour sa mise en œuvre. À présent, tout le monde dit « il est bon que nous l'ayons construit », mais c'est lui qui l'a construit. Plus que cela, on nous dit maintenant « construisons Nord Stream 2 ». Tout le monde comprend que l'Allemagne en a besoin, car elle est sortie de l'énergie nucléaire. Il est peu probable qu'elle y revienne. La Russie détient de grandes quantités de matières premières écologiques et nécessaires, et nous sommes prêts à les fournir. Dans ce cas, pourquoi le rejeter? De plus, l'Allemagne deviendrait un nœud de distribution pan-européen. Mais cela est un autre sujet. En réalité, nous n'attendons pas de nos partenaires européens qu'ils renoncent à leur orientation euro-atlantique. Je pense qu'il serait juste pour nos partenaires qu'ils la conservent, mais aussi qu'ils participent à la prise de décision, qu'ils ne se contentent pas de se mettre au garde à vous à chaque fois que les consignes arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Tout le monde sait où cela a conduit Schröder ou Chirac. Mais il faut être guidé, sinon par ses intérêts nationaux, par ceux de l'État. Je peux me tromper. Et si je me trompe, je serai ravi qu'ils me le disent. Mais je pense que l'intérêt des pays européens est de conjuguer leurs efforts en économie et en politique, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, la protection de l'environnement et la lutte contre le crime organisé. Alliez-vous aujourd'hui à la Russie. Nous sommes parés à travailler, nous sommes ouverts. Nous n'allons pas bouder en raison des sanctions, nous attendons. Nous n'attendons pas n'importe qui. Si, tout le monde. Cependant, la façon dont la Turquie s'est comportée... D'un côté, la Turquie n'est pas l'Europe. De l'autre côté, je l'ai mentionné dans mon discours et je souhaite le redire ici et maintenant, nous considérons le peuple turc comme une nation amie. Nous ne voulons pas briser la relation avec le peuple turc. Et en ce qui concerne les dirigeants actuels, rien n'est éternel sous le soleil. Ainsi, d'une part, l'Europe, les États-Unis et la Russie luttent ensemble contre la menace terroriste internationale. D'autre part, les mêmes exacts partenaires étendent les sanctions contre notre pays et parfois même en introduisent de nouvelles. Pourtant, ce sont les mêmes partenaires. Ce qui me surprend est qu'ils agissent pour des intérêts politiques à court terme, même lorsqu'ils disposent de procédures opérationnelles standards d'institutions apparemment respectables, comme le FMI. Je pense ici à l'Ukraine. Pouvez-vous m'en dire plus? En ce qui concerne l'Ukraine et tout l'espace de l'ex-Union soviétique, je suis sûr que la position de nos partenaires occidentaux, européens et américains, n'est pas motivée par la défense des intérêts de l'Ukraine. Elle vise plutôt à empêcher la reconstruction de l'Union soviétique. Personne ne veut croire que nous n'avons pas pour but de recréer l'Union soviétique. Si l'Ukraine et la Russie unissaient leurs efforts, je tiens à le souligner, dans l'optique des processus d'intégration économique actuels, cela rendrait certainement la Russie, tout comme l'Ukraine, plus compétitive dans l'économie mondiale. Cela permettrait à l'Ukraine et à la Russie de prendre une place juste dans le système moderne de la division du travail sur les marchés internationaux et mondiaux. Cette possibilité, même hypothétique, semble empêcher nos partenaires d'endormir. Je pense que leur but principal est d'empêcher cette convergence des efforts. Ce n'est pas un secret.
Ils ont tout tenté pour empêcher la création d'une zone économique entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, pour empêcher la création d'une union douanière. Jusqu'à présent, ils ne voulaient même pas traiter l'Union économique eurasienne comme un membre de la scène internationale. Pour une raison quelconque, on peut fonder l'Union européenne mais pas l'Union eurasienne. Cependant, je pense que nos partenaires commencent à comprendre à quel point une telle attitude est destructrice. En ce qui concerne l'Ukraine, pourquoi ont-ils soutenu le coup d'État? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nos partenaires voient qu'ils ont commis une erreur. Mais ils refusent simplement de l'admettre. Ils ont profité du mécontentement du peuple, de cette situation instaurée en Ukraine, non pas seulement d'ailleurs sous Yanukovych, mais depuis l'indépendance. Le niveau de vie des personnes chute catastrophiquement. Le PIB baisse à grande échelle. Nous avons annoncé que notre propre PIB reculait, mais le leur a diminué 10 fois plus vite. L'Ukraine enregistre une baisse considérable de son industrie. Que reçoivent-ils en échange? Peut-être le droit d'entrer sans visa en Europe. Mais cela n'est pas une autorisation de travailler. Ce n'est pas un visa de travail. Et même s'ils recevaient un visa de travail, sur quelle profession cela porterait-il? Des infirmières, des jardiniers, des ouvriers de chantier au rabais? Est-ce là le destin et l'avenir d'un si beau pays, d'une grande nation comme l'Ukraine, comme les Ukrainiens? Bien sûr que non. L'Ukraine a toutes les chances de devenir un pays hautement industrialisé, avec un bon niveau de développement des industries de haute technologie. Construction de fusées, espace, aéronautique, construction navale, microélectronique, sciences fondamentales, éducation. Où est tout cela? Tout se dégrade. Personne ne souhaite entretenir l'Ukraine. On lui donne 1 milliard ou 2, on lui promet certaines garanties. Dans le même temps, on veut faire reposer le fardeau financier sur la Russie. On ne veut pas rembourser les prêts. Bien que nous ayons proposé une solution, à mon avis, très confortable pour étaler les échéances. Nous avons dit, partageons les risques. Nous sommes prêts à restructurer notre prêt à l'Ukraine, à l'étaler sur 4 ans, à surseoir à la première année, puis chaque année percevoir 1 milliard. Où était le problème? Ils ne veulent même pas partager le risque. Cela veut dire qu'ils ne croient pas à la solvabilité de l'Ukraine et à la stabilisation de son économie. Ceci est très mauvais signe. Ils modifient les règles au FMI. Cependant, ce ne sont pas les fonds américains qui financent le FMI, mais ceux de tous les membres de cette organisation. Cela signifie qu'ils placent le fardeau financier issu de leurs erreurs politiques sur toute la communauté internationale. Eux-mêmes ne veulent pas supporter cette charge. Chacun devrait prendre conscience qu'il faut agir selon les règles civilisées, au lieu de les négliger. Peut-être cette prise de conscience vient-elle déjà. Nous avons entendu et parlé tant de fois de ces accords de Minsk, y compris de la prolongation des restrictions de la part de l'Occident. La Russie devrait-elle alors changer sa propre constitution? Bien sûr que non. Ainsi, chacun comprend parfaitement tout cela, mais pense qu'il faut faire encore un peu plus pression sur la Russie, pour qu'elle lâche encore quelques concessions. Il n'est pas dans notre manière d'intervenir ou d'insister. Nous avons un seul raisonnement. Nous ne pouvons pas laisser les personnes qui habitent dans le sud-est du pays se faire dévorer par les nationalistes. Il ne s'agit pas uniquement de Russes, mais aussi de la population russophone qui apprécie la Russie. Il n'y a rien d'excessif dans cette position. Comme nous l'avons vu,
Les membres de la commission ukrainienne de réforme se disputent même en russe. Et le président essaie de les séparer en parlant russe. Vous comprenez? Le fait qu'ils jurent en russe est une bonne chose. Au moins, ils ne le font pas en géorgien ou en ossète. Mais combien cela est-il ridicule? C'est une tragicomédie. Lorsque les représentants du Caucase se présentent comme les plus grands défenseurs des intérêts du peuple ukrainien que les représentants ukrainiens eux-mêmes, comme s'ils savaient mieux de quoi les Ukrainiens ont besoin. Eux qui arrivent de Géorgie, où ils sont, comme on dit maintenant, des immigrés de deuxième génération venus d'Arménie ou d'Ossétie. Les habitants du Caucase savent-ils mieux de quoi les Ukrainiens ont besoin? C'est comique. Cela serait comique si ce n'était pas si triste. Aujourd'hui, la souveraineté est le thème principal. À chaque fois que nous parlons du nouvel ordre mondial, le problème fondamental est la souveraineté des pays. Car lorsqu'elle existe, on peut négocier avec eux. Néanmoins, est-ce qu'il reste encore des principes de base ou bien peut-il aujourd'hui être trahi pour des intérêts à court terme? Vous parlez sans cesse d'intérêts, mais vous agissez autrement. À côté de la garantie des intérêts, vous veillez à toujours tenir la parole que vous donnez. Même dans les moments les plus difficiles, vous suivez cette logique. Vous avez parlé lors de la conférence de presse des relations compliquées avec la Turquie, mais vous n'avez pas rompu les accords. Vous n'avez pas fait part de ce qui a été dit à cette occasion. Merci pour le compliment. En effet, j'essaie vraiment de ne pas violer mes engagements, de ne pas transgresser les obligations définies comme obligations de notre pays natal. Non seulement je me base sur certains principes moraux et éthiques, mais aussi sur des principes pragmatiques. Il est plus facile de travailler ainsi. En ce qui concerne, par exemple, la crise syrienne, il est facile pour nous de travailler avec à la fois le président Assad et le camp américain, comme je l'ai dit récemment, avec le président Obama, aussi bien qu'avec nos amis de l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes. Pourquoi cela est-il facile? Parce que nous ne remuons pas la queue. Nous ne changeons pas notre position. Avant de formuler celle-ci, nous avons entendu chacun et choisi le cap qui nous semblait acceptable pour tous. Ce n'était pas juste pour la façade. Nous avons d'abord demandé aux personnes si cela leur convenait ou non. En principe, tout le monde a donné son accord sur les points clés. Avec cet accord, nous avons formulé notre position en nous appuyant sur les éléments communs et acceptables. Par la suite, nous n'avons pas besoin de sauter dans tous les sens comme une puce de cirque. Ce n'est plus nécessaire. Notre position est formulée sur la base de nos négociations, et cela lui donne sa force. Cela n'est pas seulement dû à son ouverture, mais aussi à sa cohérence, et je le dis sans embâge, à son honnêteté. Tout cela lui donne la force. En ce qui concerne les bases que vous mentionniez, leur existence, il n'y a toujours pas d'autre base que le droit public fondé sur la Charte des Nations Unies. Le monde change, bien sûr. La Charte des Nations Unies, tout comme l'ordre mondial existant, sont issus de la Seconde Guerre mondiale. L'équilibre des forces a clairement changé, et il nous faut bien entendu en tenir compte. Cela est vrai. Regardez l'Allemagne. Les générations allemandes ne peuvent pas toutes se retrouver privées de droits à cause des actions des nazis. Il y a des Allemands qui se sont battus contre le nazisme, qui ont été les premières victimes de cette lutte. Il y avait parmi eux des chrétiens, il y avait des communistes et bien d'autres. Le mouvement antifasciste était très vaste. Cela aussi doit être pris en compte. Et je pense que j'ai le droit de le dire, non seulement en tant que président et chef de l'État russe,
mais aussi en tant que descendant de nombreuses victimes du nazisme. Tant du côté de ma mère que de mon père, nous comptons plus de morts que de survivants. Mais pour qu'aujourd'hui, la situation internationale change, pour qu'elle aille vers plus de stabilité, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'Allemagne moderne. Elle peut et doit jouer son rôle sur la scène internationale. Tout cela doit être pris en compte pour améliorer les relations internationales en vue d'une plus grande stabilité. Après l'attaque terroriste sur le Sinaï, puis lorsque nos hommes sont morts en Syrie, vous avez eu une réaction très humaine. On voyait que vous le preniez comme une tragédie personnelle. Après les attentats de Paris, vous avez aussi été l'un des premiers à avoir téléphoné. À quel point cela affecte-t-il vos décisions? À quel point cette douleur vous influence-t-elle et détermine-t-elle la politique de la Russie? Avoir des émotions est inévitable, mais elles ne devraient pas affecter la qualité des décisions prises. Ces décisions concernent les intérêts de millions de personnes, de millions de citoyens russes. Chaque décision doit être sous-pesée. Et à l'instant où elle est prise, elle doit présenter un résultat positif à court comme à long terme. Monsieur le Président, aurons-nous la guerre? Vous parlez d'une guerre mondiale? J'espère que non. Dans tous les cas, vu le contexte international actuel, ce serait une catastrophe planétaire. J'espère qu'aujourd'hui, il ne se trouve pas sur la Terre un fou qui déciderait d'utiliser l'arme nucléaire. La Russie étant l'une des principales puissances nucléaires, elle va améliorer ses armes dans un but de dissuasion. La triade nucléaire est la base de notre politique de sécurité. Mais nous n'avons jamais agité et n'agiterons jamais cette massue nucléaire. Cela même si cette arme tient sa place, son rôle, dans notre doctrine militaire. Monsieur le Président, je vous remercie.